Nous passons à l'ordre du jour qui appelle à présent la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine. La parole est à monsieur Jean-Pierre Vigier, rapporteur de la commission mixte paritaire. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Ruralité, cher Michel, Madame la Présidente de la Commission de développement durable, chère Sandrine, et mes chers collègues, nous arrivons au terme d'un chemin, et je veux le dire d'emblée, c'est un aboutissement heureux. La commission mixte paritaire du 16 juillet est parvenue à un accord sur l'ensemble des articles restant en discussion. Mes amis, dans quelques instants, en lecture définitive, la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine deviendra l'acte 3 de la loi montagne. Mesurons le chemin parcouru. Déposé en début d'année, co-signé par 122 députés issus de la quasi-totalité des groupes de cette Assemblée, ce texte a été adopté ici à la mi-mai, puis par le Sénat début juillet, avant d'aboutir en commission mixte paritaire. Quelques mois seulement pour un texte de cette portée. Et si nous avons pu avancer aussi rapidement, c'est pour une raison simple. Jamais, à aucune étape, les clivages partisans n'ont pris le pas sur la réalité des territoires. Ce texte n'a pas de couleur politique, parce que la montagne n'en a pas. Il a été construit avec l'Association nationale des élus de montagne, avec les élus de tous les massifs et avec les acteurs de terrain. C'est cette démarche transpartisane qui fait sa force et sa légitimité. 40 ans après la loi fondatrice de 1985, 10 ans après la loi Montagne 2, le constat était sans appel. La montagne est en première ligne face au dérèglement climatique, au recul des services publics et aux fragilités démographiques et économiques. Trop souvent, nos règles nationales continuaient de s'appliquer sans voir la réalité de nos pentes, de nos vallées, de nos hameaux. C'est précisément le sens de l'acte 3, adopter notre droit aux réalités de la montagne. Car derrière chacun de ces articles, il y a une vie quotidienne. Il y a un maire qui apprend en juin la fermeture d'une classe, qu'il aurait pu défendre s'il avait été informé à temps. Désormais, les communes concernées seront consultées. Il y a la famille qui cherche un médecin, une pharmacie, un service d'urgence. Le texte inscrit ses besoins dans le projet régional de santé. Il y a l'agriculteur qui veut bâtir l'atelier ou transformer ses produits, l'éleveur qui a besoin d'un abri, la commune qui veut faire vivre sa petite zone d'activité. Le texte lève ces blocages sans jamais renoncer à protéger nos paysages et notre biodiversité qui constituent la richesse de notre territoire. Il y a enfin l'eau, le bois, les mobilités décarbonées, la solidarité entre l'amont et l'aval en matière de GEMAPI. Cette loi n'est pas une abstraction, c'est du concret pour ceux qui vivent et travaillent en montagne. Mes chers collègues, je veux vous remercier très sincèrement pour le travail réalisé tout au long de l'examen de cette proposition de loi. Par vos contributions, vous l'avez consolidée, sécurisée et enrichie. On dit parfois que le travail parlementaire est lent, qu'il déçoit et qu'il n'aboutit pas. Ce texte prouve le contraire. 2 chambres, des parlementaires de tous les groupes politiques, un même cap, répondre aux attentes des territoires de montagne. À l'ANEM, nous n'avons qu'un seul parti, c'est celui de la montagne. Et je tiens à saluer les anciens présidents de notre association qui siègent à l'Assemblée et qui ont, par leur soutien, contribué à l'aboutissement de ce texte. Je remercie également mon exécutif, Xavier Roseren et Frédéric Espagnac, l'équipe des permanents et l'ensemble des élus qui ont travaillé sans relâche pendant plus d'1 an à l'élaboration de ce texte. Et je voudrais aussi adresser mes remerciements particuliers à notre administrateur, Théodore, pour son engagement et son aide très précieuse. Mes amis, il y a 40 ans, oui, on peut l'applaudir, il y a 40 ans, Louis Besson ouvrait la voie. Il nous revient aujourd'hui tout simplement de la prolonger. Je vous invite, mes chers collègues,
a voté contre la motion de rejet de la France insoumise, qui joue seule contre la montagne, et par conséquent adopté définitivement la loi pour une montagne vivante et souveraine. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole à présent est à monsieur Michel Fournier, ministre délégué chargé de la ruralité. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, cher Jean-Pierre, mesdames et messieurs les députés, effectivement, le 13 mai, cette Assemblée, votre Assemblée, adoptait en première lecture la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine. Et le 6 juillet, le Sénat la votait à son tour. Bien entendu, également enrichi. Jeudi dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord. 3 dates en 2 mois pour un texte qui touche à l'école, à la santé, à l'urbanisme, à l'agriculture et à l'eau. C'est le signe que la montagne, quand elle est bien défendue, c'est mettre tout le monde d'accord, et je crois pouvoir affirmer que ce soir qu'elle l'a été. Si j'évoque l'alpiniste Roger Frison-Roche, qui dans son plus beau livre, un titre que tout le monde connaît, Premier de cordée, bien, je peux y penser ce soir, parce qu'une commission mixte paritaire réussie, c'est exactement cela. 2 assemblées encordées sur le même texte et qui arrivent ensemble. Celle de jeudi est arrivée au sommet. 14 parlementaires, 2 chambres, un texte commun. Donc je veux en remercier d'abord son auteur, Jean-Pierre Vigier, qui porte cette proposition de loi depuis le premier jour, n'est-ce pas, avec la constance qu'on lui connaît et la légitimité que te donne la présidence de l'Association nationale des élus de la montagne. Bien entendu, je veux aussi saluer le travail des sénateurs, rapporteurs, Jean-Marc Boyer, je souhaite les citer, Jean-Claude Anglard et Jacques Grosperrin, ainsi, je ne l'oublie pas, Frédéric Espagnac, qui est secrétaire général de l'ANEM. Et dire que le Sénat a apporté au texte, finalement, ce qu'il a apporté n'a pas été subi par l'Assemblée nationale. Il a été trié, il a été discuté et pour l'essentiel gardé parce que c'était de qualité et de valeur. Je ne vais pas vous refaire l'exposé du texte. Vous l'avez voté en mai et vous l'avez sans doute encore largement présent à l'esprit. Je tiens simplement à vous dire ce que la Commission a permis de régler parce que c'est sur ces conclusions que vous vous prononcez ce soir. Alors, sur l'école d'abord, le principe que je défendais à cette tribune en première lecture est intact. L'État informe, les directeurs académiques se concertent avec les collectivités avant toute décision et les seuils s'adaptent aux réalités de la montagne, donc l'éloignement, les temps de transport, etc. La commission mixte paritaire a retenu une formulation que je crois juste. Les décisions tiennent compte de l'offre scolaire globale du territoire, tout le territoire et toute l'offre. En ce qui concerne les chalets d'alpage et les bâtiments d'estive ensuite, c'est peut-être le point dont je suis le plus satisfait parce que c'est celui où le risque de dévoiement était le plus grand. Oui, on pourra restaurer, reconstruire ce patrimoine, y compris à partir d'une ruine, et l'attester par tous les moyens quand le cadastre fait défaut, ce qui est le cas presque partout en estive. Mais le texte issu de la commission mixte paritaire le dit sans ambiguïté, l'usage pastoral ou randonnée, enfin son usage c'est pastoral ou randonnée, à l'exclusion de toute activité commerciale et aucun changement de destination. Je l'avais dit au banc du Sénat, je le répète ici, ces bâtiments seront rendus aux bergers et aux marcheurs, pas des promoteurs immobiliers ou des professionnels de l'hôtellerie-restauration. Sur l'eau, c'était un point dur de cette commission mixte paritaire. Le Sénat avait adopté un fonds alimenté par un prélèvement obligatoire sur les intercommunalités d'aval. L'intention, certes, était bonne, mais l'outil ne l'était pas forcément. On ne crée pas de solidarité par prélèvement. Le texte commun revient au plan d'action pluriannuel d'intérêt commun voté par votre Assemblée en le consolidant dans le Code de l'environnement. La solidarité à l'échelle du bassin versant
tient compte en fait des charges spécifiques supportées par les communes de montagne. C'est la reconnaissance d'une évidence que tout élu d'amont connaît. Quand une commune de tête de bassin entretient ses torrents et ses ouvrages, c'est la vallée entière qui en profite et dort, on va dire, tranquillement. Il était temps que la loi le dise et qu'elle le dise sans opposer ni l'aval ni l'amont. Enfin, je tiens à vous dire un mot sur les abattoirs, parce que je sais que le sujet tient à cœur ici, et c'est bien légitime lorsqu'on a le souhait d'organiser au mieux ces filières d'élevage et d'alimentation en circuit court. Au moment d'aborder ce sujet, j'ai d'ailleurs une pensée particulière pour Madame la députée Battistel, présidente de la commission permanente du Conseil national de la montagne, dont chacun ici connaît également l'engagement pour ces territoires montagneux et qui a raison de veiller sur le sujet de l'abattage comme elle le fait avec constance. Le texte inscrit dans le Code rural le soutien au maillage des abattoirs de proximité et la reconnaissance de leurs spécificités en montagne. Alors, les dispositions sur les seuils d'installation classés n'y figurent plus, certes, non pas par désintérêt, mais parce qu'elles relèvent tout simplement du règlement. Le travail se poursuit avec les professionnels et les ministères concernés, et je m'y engage personnellement. L'objectif, c'est simple, c'est que les bêtes soient abattues au plus près et près de là où elles ont été élevées. Ce n'est pas, et il ne faut pas le prendre comme une coquetterie en fait de circuit court, c'est surtout du bien-être animal, de l'économie de transport et tout simplement du bon sens. Voilà, mesdames et messieurs les députés, ce que contient l'accord de la commission de jeudi. Aucune des deux assemblées n'y a tout obtenu, mais chacune a largement apporté sa pierre à l'édifice et forcément c'est un bon signe. J'y vois pour ma part un texte qui fait que ce que la loi Montagne de 85 nous a appris à faire, eh bien tout simplement c'est partir des réalités de nos territoires pour écrire une norme qui tienne. Et en le votant ce soir, vous n'achevez pas seulement une navette, vous donnez aux élus de la montagne des outils qu'ils attendent pour l'école, pour le patrimoine, pour l'eau et pour ceux qui y travaillent. Le gouvernement appelle à l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai reçu de Madame Mathilde Panot et des membres du groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire, une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à Madame Ferrer pour une durée ne pouvant excéder 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Si avec mon groupe La France Insoumise, nous déposons cette motion de rejet, c'est parce que sous couvert de quelques articles auparavant, vous voulez faire passer des régressions environnementales dans les articles 4, 6 et 9 de cette proposition de loi. Ainsi, l'article 4 sanctuarise la politique du stockage d'eau, alors que la loi Montagne de 1985 prévoyait simplement de favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau. L'article précise les différents usages concernés, dont majoritairement les activités économiques et productives, mais sans les hiérarchiser. Ainsi, en cas de tension sur la ressource, les besoins essentiels comme l'eau potable et les usages économiques ou récréatifs sont mis sur le même plan selon la rédaction actuelle. Alors même que les conflits d'usage de l'eau s'intensifient déjà dans de nombreux territoires et qu'aucune solution ne semble trouvée à ce jour pour les dépasser, c'est ainsi que nous avons déposé un amendement pour prioriser l'accès à l'eau potable, les besoins de la sécurité civile, l'abreuvement et sanctuariser l'eau comme un bien commun soumis en priorité à des impératifs de préservation écologique. Amendement qui a été rejeté. Sachant que cet article maintient également la possibilité de pompage dans les nappes phréatiques en zone de montagne. L'article 6, quant à lui, assouplit considérablement les règles d'urbanisme en zone de montagne. Cet article met fin à la nécessaire continuité pour justifier de nouvelles constructions. Avec cet article, un bois, un champ, une prairie, une exploitation agricole ne constitueront plus une discontinuité et une construction au-delà sera possible. Il permet donc l'étalement urbain en zone de montagne et la dispersion des habitats, là où la loi Montagne de 1985 visait à les interdire. C'est un énième détricotage de la loi zéro artificialisation nette et on ne les compte plus.
Mais c'était sans compter la copie du Sénat qui introduit un article 6 bis qui facilitera encore davantage l'urbanisation, notamment autour de plans d'eau, en faisant prévaloir la loi montagne au lieu de celle sur le littoral. L'article 9 s'inscrit dans cette même logique d'exploitation de nos ressources naturelles, dans cette recherche de rentabilisation sans conditionnalité. Il vise à favoriser le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français pour soutenir la filière bois en montagne. Les associations de protection des forêts, comme Canopée, alertent sur la tendance à une industrialisation croissante de la gestion forestière en France. Or, la simple promotion de certification ne garantit pas une amélioration des pratiques. Il y a 10 jours, nous avons vu brûler la forêt de Fontainebleau. Parmi les causes invoquées, les politiques de plantation de résineux à croissance rapide pour répondre aux besoins exclusifs de l'industrie du bois de construction. Un rapport d'information du Sénat pointe cette politique d'enrésinement comme étant à corriger. Entre autres recommandations énoncées par ce rapport, l'État ne doit plus financer des projets de plantation uniquement guidés par le rendement financier. Il recommande de conditionner l'octroi des aides publiques à des engagements stricts de diversification et au respect des sols forestiers. Les marques de certification du bois de montagne doivent ainsi intégrer une exigence de diversité et de sobriété réelle dans l'exploitation forestière, afin de préserver les fonctions écologiques des forêts au-delà de leur seule valorisation économique. Mais cette exigence de durabilité dans l'exploitation des forêts est absente de ce texte. Quelle irresponsabilité au regard de l'actualité qui nous presse d'agir pour préserver nos espaces naturels. L'article 5, lui, s'attelle au développement de l'usage de la voiture électrique dans les zones de montagne en multipliant les bornes de rechargement. Or, comme le rappelle l'Agence internationale de l'énergie, un véhicule électrique nécessite en moyenne 2,2 fois plus de métaux critiques qu'un véhicule thermique, ce qui accroît la pression sur le gisement de ces ressources se trouvant principalement en dehors de nos frontières, sans contrôle sur les conditions de leur extraction. Une transition réellement énergétique et écologique implique de réduire le nombre total de véhicules, leur taille et leur poids. Le développement des infrastructures de recharge électrique doit être conditionné à une transformation structurelle des politiques de transport. Or, l'article susvisé s'inscrit exclusivement dans une logique d'adaptation de l'infrastructure à la voiture individuelle électrique, sans une transformation structurelle des mobilités, incluant le développement prioritaire des transports publics de proximité, du ferroviaire et des solutions mutualisées indispensables au désenclavement durable et à la réduction effective des émissions. Enfin, cet encouragement à l'usage pratique de véhicules électriques ne s'accompagne d'aucune mesure de justice sociale garantissant l'accès effectif à ces véhicules, dont l'acquisition, en dehors de dispositifs limités comme le leasing social, demeure majoritairement accessible aux ménages des classes moyennes et aisées. L'ensemble de ces mesures allant contre le bon sens dicté par le réchauffement climatique est enrobé dans des mesures de différenciation pour les territoires de montagne qui partent d'un bon principe, mais servent surtout de paravent. D'autant plus que ces mesures visant à prendre en compte les spécificités des zones de montagne butent très rapidement sur leur nature non contraignante et butent également sur la réalité des moyens alloués. Parmi ces mesures auparavant, on trouve une obligation de prise en compte effective des spécificités des écoles de montagne pour l'ouverture ou la fermeture de classes selon leur isolement, démographie, conditions d'accès, temps de transport. Cette mesure est de bonne intention, mais irréalisable sans régler la question centrale des moyens de l'éducation nationale. Pour cela, il faudrait une modification du projet de loi de finances. Sans création de postes et soutien de l'État au service public de l'éducation, cette mesure de prise en compte de la spécificité des zones de montagne reste largement déclarative. Je rappelle ici que la France insoumise dépose tous les ans des amendements au projet de loi de finances demandant des moyens supplémentaires pour l'éducation nationale. Le budget 2026, tout au contraire, supprime 4 032 postes, donc 2 229 dans le premier degré. Comment dès lors donner force de loi à cet article incorporé dans ce texte visant à maintenir des classes en zone de montagne? Parmi les autres mesures qui resteront fantoches se trouve également l'intégration d'un représentant des collectivités territoriales des zones de montagne au sein du conseil d'administration des agences régionales de santé. Or, la présence des collectivités territoriales est déjà assurée au sein des conseils d'administration des ARS, qui comprennent notamment des représentants des régions, départements, communes et groupements. L'ajout d'un représentant spécifique issu des territoires de montagne ne modifie ni l'équilibre global des pouvoirs au sein des ARS, toujours dominés par l'État, et l'assurance maladie, ni des capacités concrètes d'action des territoires sur l'offre de soins. Ce texte s'attache également à garantir un accès par voie terrestre dans des délais raisonnables à la médecine générale, aux urgences, à la réanimation et à une maternité pour les populations de montagne.
Cependant, comme pour la proposition concernant l'organisation scolaire, nous alertons sur l'insuffisance des moyens alloués au système de santé et sur le caractère partiel de ces mesures qui ne permettent pas de répondre structurellement aux inégalités territoriales d'accès aux soins. Enfin, la création d'une commission dédiée à la montagne au sein des EPCI, que propose aussi ce texte, peut permettre une meilleure prise en compte des spécificités de ces territoires dans les politiques intercommunales. Toutefois, il s'agit d'une instance supplémentaire à caractère consultatif qui ne modifie ni les compétences des EPCI, ni les moyens concrets dont disposent les collectivités pour agir. Par ailleurs, cet article ne précise aucune orientation globale aux EPCI en matière d'objectifs environnementaux. Si l'exposé des motifs de cette loi part d'un constat juste, à savoir le réchauffement accéléré des territoires de montagne, elle en tire des conclusions profondément problématiques et à contresens. Là où il faudrait s'attaquer aux causes du dérèglement climatique, à savoir sortir des énergies fossiles, transformer le modèle agricole, engager une vraie sobriété, le centre et la droite choisissent au contraire d'en accélérer les causes. Valérie Masson-Delmotte du GIEC nous alerte sur le fait que chaque demi-degré compte. Et on le voit nettement en montagne. On voit actuellement les effets de la sécheresse sur les estives, sur les forêts avec des incendies. Et c'est bouleversant tellement c'est concret. Les effets du réchauffement climatique impactent les glaciers et donc les stocks naturels d'eau douce. En 2000, il y avait 44 glaciers pyrénéens. En 2025, il n'y en a plus que 15 et en 2035, les glaciologues annoncent la disparition totale de ces écosystèmes glaciaires du fait des activités humaines. Le réchauffement climatique bouscule notre manière de vivre en montagne et je comprends qu'il puisse y avoir de l'inquiétude, voire de l'anxiété des habitants et des habitantes des territoires montagnards. Cependant, cette loi va à rebours de la protection que nous leur devons. Malgré des annonces en faveur des zones de montagne, le texte de loi ne prévoit ni moyens suffisants ni mesures contraignantes. On retrouve toujours les mêmes logiques, favoriser le stockage de l'eau via des retenues collinaires, plutôt que restaurer les sols et le cycle naturel de l'eau. Accélérer les infrastructures pour la voiture électrique plutôt que de développer des transports publics accessibles. Maintenir des logiques d'aménagement qui bétonnent toujours plus nos espaces vulnérables. Qui plus est, le texte assume une vision productiviste de la montagne, soutien à l'agriculture, sans bifurcation écologique, promotion de la filière bois dans une logique d'exploitation, extension des usages touristiques et économiques, gestion de l'eau pensée comme une ressource à répartir entre des intérêts concurrents. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui refuse toute transformation en profondeur, comme tous les textes de loi que fait passer la Macronie et ses alliés depuis qu'elle est au pouvoir, niant la réalité des limites planétaires et poursuivant au contraire durablement l'accélération du dérèglement climatique. Voilà pourquoi nous avons déposé cette motion de rejet et je vous invite à la voter. Merci Madame la députée. Nous passons aux explications de vote. 2 minutes pour chaque. Pour le groupe Rassemblement National, la parole à Monsieur Joly. Merci Monsieur le Président. Je voudrais simplement prévenir nos collègues ce soir qu'on va entendre des mots qui leur sont particulièrement désagréables parce que nous allons parler d'économie, nous allons parler d'hébergement, nous allons parler de tourisme, nous allons parler de stations de ski, de retenues collinaires et de canons à neige. Alors, ce sont des choses difficiles pour vous et je comprends que vous voulez abréger ce débat, mais nous allons voter contre cette motion de rejet. Merci Monsieur le député. Pour le groupe La France Insoumise, la parole à Madame Ferrer. Donc derrière le titre angélique de cette proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine, c'est bien tout le contraire qu'elle propose dans ses articles les plus contraignants. Au lieu d'édifier une montagne vivante, elle poursuit la destruction de ce qui reste du cycle de la nature, par l'assouplissement des règles d'urbanisme dans les zones de montagne, par le développement de l'exploitation de la forêt, sans encadrer de façon durable cette exploitation, en permettant le stockage d'eau à destination principalement des acteurs économiques, sans aucune exigence de préservation écologique. Cette proposition de loi détricote la loi montagne qui avait pour but d'établir un cadre de protection pour cet espace, notamment en établissant un principe de continuité de l'urbanisation pour éviter l'étalement urbain. Une véritable loi montagne 3 devrait répondre aux défis majeurs des territoires d'altitude, tels la pression sur les espaces naturels, la transformation des modèles touristiques et la protection du vivant. C'est tout le contraire qui nous est proposé ici. Ce texte procède d'une logique de dérégulation, assouplir les règles, multiplier les exceptions, faciliter les projets d'aménagement, ouvrir de nouvelles possibilités de construction sous couvert de développement local ou de valorisation patrimoniale. Si nous pouvons nous réjouir de quelques modifications telles un meilleur maillage des abattoirs fixes et mobiles à chaque filière d'élevage demandé depuis si longtemps par la profession, ainsi que le maintien de notre amendement pour l'amélioration de l'accès des femmes aux soins
au sein de ces territoires, cela ne peut nous faire oublier les régressions majeures précédemment citées. La France insoumise votera contre ce texte, rédigé, amplifié par le Bloc central et leurs alliés, qui voient la montagne comme un espace à exploiter au moment même où, premier lieu à subir le changement climatique de façon irrémédiable, elle devrait être protégée comme un écosystème fragile. En toute logique, la France insoumise votera cette motion de rejet parce que dans cette loi, la montagne est vue comme un système économique à exploiter. Merci Madame la députée. Pour le groupe socialiste, la parole à Monsieur Feignet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avec mon groupe, nous ne partageons pas certaines dispositions issues de la commission mixte paritaire. Nous regrettons les reculs intervenus sur la gestion de la ressource en eau. Nous regrettons les assouplissements introduits en matière d'urbanisme qui peuvent fragiliser, selon nous, certains équilibres historiques de la loi montagne. Mais ces désaccords, aussi réels soient-ils, ne peuvent justifier le rejet de l'ensemble du texte. Car derrière ce texte, il y a les habitants de nos massifs. Il y a les élus qui se battent pour maintenir une école ouverte. Il y a les familles qui souhaitent continuer à vivre en montagne. Il y a les agriculteurs, les éleveurs, les acteurs du pastoralisme, les professionnels de santé, tous ceux qui font vivre ces territoires au quotidien. Cette proposition de loi comporte des avancées attendues. Je pense aux écoles, à l'accès aux soins, à la représentation du territoire de montagne, à l'agriculture, au pastoralisme, aux services vétérinaires ou encore à la valorisation des productions de montagne. Ces mesures sont utiles et répondent à des attentes concrètes. Rejeter ce texte aujourd'hui reviendrait à effacer d'un trait ces progrès. Nous aurions souhaité un meilleur texte et nous avons défendu les équilibres qui nous semblaient nécessaires, mais nous refusons de priver les territoires de montagne des avancées qu'ils contiennent. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparenté votera contre cette motion de rejet portée par ma collègue Sylvie Ferrer. Merci. Je vous invite que sur le vote de la motion de rejet préalable, je suis saisi par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour le groupe Droite républicaine, la parole à Monsieur Decker. Merci, Monsieur le Président. En première lecture, j'avais fait état de ma stupéfaction devant la motion de rejet de la France Insoumise qui fait peu de cas d'un texte transpartisan soutenu par une association pluraliste, l'ANEM, dont sont d'ailleurs membres plusieurs députés de votre groupe. Mais vous n'êtes certainement pas à une contradiction près. Cette nouvelle motion de rejet sur le texte issu de la CMP et les arguments que vous avancez sonnent comme une remise en cause de l'esprit de la montagne, un esprit qui a toujours prévalu ici et qui nous a permis par le passé de rassembler des députés sur tous les bancs de cet hémicycle, mais c'était avant que vous arriviez. La montagne mérite mieux que des attitudes politiciennes. Ne vous en déplaise, elle n'a pas vocation à être le conservatoire auquel vous la destinez. La montagne, elle aspire à se développer, elle aspire à accueillir. En un mot, elle aspire à vivre. Et ce texte permettra de lever des freins à son développement. C'est la raison pour laquelle nous nous opposerons bien évidemment à cette funeste motion de censure. Merci, Monsieur le député. Pour le groupe écologiste et social, la parole à Madame Pochon. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Des glaciers qui reculent, des roches qui s'effondrent, une neige qui se raréfie, voilà comment commence l'exposé des motifs de cette proposition de loi Montagne 3. On pouvait, semble-t-il, avancer sur des constats communs qui sont de fait alarmants. Des mesures symboliques, sans grande portée et malheureusement sans aucun moyen associé que nous soutenons sur l'école, sur l'accès aux soins, sur la valorisation des filières de montagne, sur l'électrification de la mobilité. Et puis, alors que nos forêts brûlent, que notre eau se raréfie, que les sécheresses sont de plus en plus fortes, les canicules de plus en plus fréquentes et intenses, que le dérèglement climatique déjà nous montre sa brutalité et sa puissance, ce texte rajoute une couche à la pile de régression environnementale orchestrée par le gouvernement et ses alliés. L'article 4 propose ainsi de favoriser les retenues d'eau sans aucune hiérarchie des usages, mettant de fait sur le même plan la production de neige artificielle et l'eau potable ou agricole, et sans aucun objectif de sobriété associé comme dans la loi agricole, autre scandale du jour. L'article 6 assouplit l'interprétation de la règle de la continuité de l'urbanisation, ouvrant la porte à de nouvelles constructions et menaçant les protections de la loi montagne auxquelles nous tenons tant.
L'article 6 bis permet la construction à tout va, même sur des ruines d'alpage. L'article 6 bis AA affaiblit les protections de la loi littorale. L'article 6 bis A détricote la loi climat et résilience en reportant les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols pour les communes corses soumises au RNU. L'article 11, enfin, qui pourtant comportait une des seules dispositions intéressantes de ce texte, a été vidé de sa substance. Voyez ce que la climatologue Valérie Masson-Delmotte dit elle-même de cette loi. C'est une volonté de fragiliser le droit de l'environnement et celle de ne pas engager des changements structurels pour s'adapter au changement climatique. Parce qu'aucune des propositions que nous avons formulées pour équilibrer ce texte n'a été acceptée et parce que ce texte nous fait glisser encore un peu plus dans l'ère des régressions environnementales, nous voterons cette motion de rejet. Merci Madame la députée. Pour le groupe démocrate, la parole à Madame Lingman. Merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier mon collègue et voisin de circonscription, Jean-Pierre Vigier, qui a porté ce texte tant attendu par nos territoires de montagne, en Auvergne comme sur toutes les zones de montagne. Alors je me tourne également vers les députés de la France Insoumise qui ont déposé cette énième motion de rejet. Assumez-vous vraiment de dire aux habitants de nos montagnes que vous refusez que leurs difficultés soient soumises au vote de notre Assemblée. Assumez-vous de dire aux maires, aux agriculteurs, aux éleveurs, aux forestiers, aux professionnels du tourisme, aux soignants, que leurs problèmes ne méritent pas que le Parlement se prononce. Vous ne connaissez pas les territoires de montagne, vous ne les aimez pas. Ils n'ont pas de couleur politique, ils n'ont que des défis immenses. L'accès aux soins, les écoles, le logement, les mobilités, l'agriculture, les forêts, le tourisme, l'adaptation au changement climatique. Et nous, notre responsabilité, ce n'est pas d'empêcher le Parlement de voter, c'est de répondre à ces défis. Vous êtes libre de voter contre ce texte, c'est votre droit le plus strict. Mais pourquoi refuser à la représentation nationale d'aller jusqu'au vote? Quand on croit au débat démocratique, quand on respecte le débat démocratique, on va jusqu'au vote. On respecte le verdict du vote. Au nom du groupe des démocrates, vous avez compris que, évidemment, nous vous invitons à rejeter cette motion de rejet préalable pour permettre à l'Assemblée nationale de se prononcer en faveur de nos territoires de montagne. Merci Madame la députée. Pour le groupe Horizon, la parole à Monsieur Roseraine. Merci Monsieur le Président. Voter cette motion de rejet, ce serait balayer d'un revers de main les 18 mois de travail collectif et transpartisan. Ce serait dire non à l'adoption des seuils de classe, non au désenclavement sanitaire, non au soutien de nos filières agricoles ou forestières, non à ces retenues d'eau qui permettront à la fois des ressources en eau potable, mais également de protéger nos forêts contre les incendies. Nos montagnes, elles se réchauffent 2 fois plus vite que le reste du pays. Nos concitoyens n'attendent pas des postures politiciennes comme vous savez le faire du côté de la France Insoumise, mais des réponses concrètes au quotidien. Bien sûr, le groupe Horizon et Indépendant rejettera cette motion avec force pour que vive la loi montagne. Merci. Merci Monsieur le député. Pour le groupe GDR, la parole à Monsieur Brugerolles. Merci Monsieur le Président. Nous ne voterons pas cette motion de rejet parce que ce texte, ça a été dit, est un texte transpartisan de compromis et il comporte un certain nombre d'avancées qui sont extrêmement attendues dans nos communes de montagne, dans nos territoires de montagne. Je citerai 2 exemples qui font partie d'ailleurs des premiers articles de ce texte. Le premier, c'est la concertation sur la carte scolaire. On vient encore de vivre cette année une année difficile en matière de préparation de la carte scolaire et on a besoin de points d'appui comme ceux qui sont présents notamment dans l'article 1er de ce texte pour lutter contre ce que j'appelle la politique du tableur Excel, la politique de l'arithmétique des effectifs pour justement remettre de l'humain et du territorial dans la préparation de cette carte scolaire. Je me félicite d'ailleurs qu'il ait été introduit dans le texte par amendement un volet qui concerne la carte scolaire dans le second degré, qui n'était pas présent dans le texte initialement. Et je crois que la concertation par rapport aux moyens de nos collèges et de nos lycées, c'est extrêmement important qu'elle ait été intégrée dans ce texte. De la même façon, pour être très rapide, l'accès aux soins et à la santé, c'est la priorité des priorités des habitants de nos territoires de montagne. Et je crois que là aussi, on a besoin de points d'appui comme ceux qui figurent dans le texte pour maintenir nos services de proximité, de soins, nos services d'urgence et nos petits centres hospitaliers en territoire de montagne. Donc on ne votera pas cette motion de rejet. Merci Monsieur le député. Pour le groupe UDR, la parole à Monsieur Bloch. Merci Monsieur le Président. Le groupe UDR ne soutiendra évidemment pas cette motion de rejet préalable déposée par le groupe La France Insoumise, déjà parce que nous soutenons la montagne et les montagnards.
Ensuite, collègues insoumis, vous criez tout partout que vous êtes le parti de l'antifascisme. Mais dès qu'il s'agit dans cet hémicycle de débattre et qu'un texte ne vous convient pas, vous déposez des motions de rejet préalable. On ne les compte plus depuis le début de ce mandat, dans un seul but, empêcher la représentation nationale de débattre. Et quand la motion de rejet préalable ne fonctionne pas, n'est pas adoptée, ou vous ne pouvez pas la déposer, dans ce cas-là, eh bien, vous faites des amendements et des sous-amendements d'obstruction pour empêcher la représentation nationale d'aller au vote. En dehors de cet hémicycle, et on l'a vu encore cette semaine à Grenoble, dès qu'une artiste dit quelque chose qui ne vous convient pas, vous cautionnez le fait qu'on puisse interrompre sa représentation. Et dans les médias, votre présidente de groupe a récemment déclaré, dans les médias, dans la presse, qu'elle ne reconnaîtrait pas le résultat du scrutin présidentiel de l'année prochaine quand Marine Le Pen sera élue à l'Élysée. Donc finalement, vous empêchez les députés de débattre, vous empêchez les députés de voter, vous empêchez les artistes de s'exprimer, vous ne reconnaissez pas le résultat démocratique d'un scrutin par la volonté du peuple français, eh bien tout cela, ça porte un nom, ça s'appelle le fascisme. Pour le groupe EPR, la parole à Madame Rioton. Merci, Monsieur le Président. Alors, cette motion de rejet qui nous est proposée, elle reviendrait tout simplement à refuser un texte qui est attendu par les élus de la montagne, construit avec eux, et donc ça préside vraiment d'une méconnaissance de la montagne de façon importante. Ce texte, il apporte des réponses concrètes, qu'on parle de la ressource en eau, qu'on parle de la biodiversité, des sujets touristiques, et donc évidemment que l'ensemble des personnes qui vivent les territoires de montagne attendent ce texte. C'est 7 millions d'habitants qui vivent en montagne et qui attendent ce texte. Donc nous votons contre, évidemment, cette motion de rejet. Je vous remercie. Si je mets aux voix cette motion de rejet préalable, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 241, exprimé 240, majorité 121 pour 42 contre 198, l'Assemblée n'a pas adopté. Nous en venons à la discussion générale pour le groupe Rassemblement National. La parole à Monsieur Joly. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la montagne n'est ni un décor, ni une carte postale, ni un parc d'attractions à ciel ouvert. C'est un territoire où l'on vit, où l'on travaille, où l'on entreprend, où l'on élève des enfants. Et c'est précisément parce qu'elle est vivante qu'elle mérite une politique à la hauteur des enjeux. L'intérêt de ce débat est d'avoir enfin remis la montagne au cœur des préoccupations de notre Assemblée. Trop souvent, elle est traitée comme un sujet secondaire, alors qu'elle est un formidable moteur économique, touristique, agricole, énergétique et industriel pour notre pays. Le groupe Rassemblement National votera ce texte. Nous le voterons parce qu'il comporte des avancées utiles et qu'il répond à plusieurs attentes exprimées depuis longtemps par les élus de montagne. Mais nous le voterons sans triomphalisme, car ce texte n'est pas à la hauteur des défis auxquels nos massifs sont confrontés. Alors certes, il améliore certaines choses, mais il ne dessine pas encore la véritable ambition que la montagne française mérite. Tout au long de nos débats, nous avons rappelé une évidence. La montagne n'est pas un territoire comme un autre. L'altitude, le relief, le climat, les difficultés d'accès, les coûts des constructions, le manque de foncier, les longues distances, tout y est plus compliqué, plus long et plus coûteux. Et pourtant, malgré ces contraintes, la montagne avance. Elle produit une énergie indispensable à notre souveraineté. Elle nourrit notre pays grâce à son agriculture et à son pastoralisme. Elle accueille des millions de touristes venus du monde entier. Elle fait vivre des milliers d'artisans, de commerçants, de PME, d'entreprises qui créent de l'emploi dans toutes les montagnes. Autrement dit, la montagne n'est pas un territoire sous perfusion, c'est un territoire qui crée de la richesse. Et c'est justement pour cette raison qu'elle ne peut plus être enfermée dans des règles pensées depuis Paris, comme si une commune de montagne fonctionnait exactement comme une commune en plaine. Depuis des années, les élus locaux voient leurs difficultés naturelles aggravées par une inflation de normes, de procédures, d'études, de recours. Résultat, des logements qui ne sortent jamais de terre, des infrastructures qui prennent des années de retard, des investissements qui sont abandonnés, des entreprises qui renoncent et des saisonniers qui ne peuvent plus se loger.
Voilà la réalité de nombreux territoires de montagne. Et pourtant, au cours de nos débats, nous avons une nouvelle fois entendu une partie de la gauche défendre la même logique. À les écouter, chaque remontée mécanique devient une menace pour l'environnement. Chaque retenue d'eau, une catastrophe écologique. Chaque logement, une artificialisation insupportable. Chaque investissement privé, une suspicion permanente. À force de dire non à tout, on finit surtout par empêcher ceux qui vivent en montagne d'y vivre encore demain. Nous refusons cette écologie de refus permanent. Nous croyons qu'il est possible de protéger la montagne sans condamner son développement. Préserver n'a jamais voulu dire figer. Et les premiers protecteurs de la montagne, ce sont ceux qui y vivent. Les agriculteurs, les éleveurs, les forestiers, les élus locaux, les entrepreneurs et tous ceux qui entretiennent ces territoires au quotidien. Ils n'ont aucune leçon à recevoir de ceux qui voudraient transformer la montagne en un sanctuaire où plus rien ne serait possible. Alors mes chers collègues, les défis restent immenses. Le logement est une urgence, le désenclavement est une nécessité et le tourisme doit continuer à investir et à se réinventer pour rester compétitif face à nos voisins. Nos stations doivent pouvoir moderniser leurs équipements, nos entreprises doivent pouvoir investir plus facilement, nos collectivités doivent retrouver des marges de manœuvre. Et surtout, nous devons enfin faire confiance aux élus locaux que de leur imposer toujours davantage de contraintes. Alors oui, nous votons ce texte parce qu'il apporte quelques réponses utiles, mais on ne se raconte pas d'histoire, il ne répond pas encore aux grands défis qui attendent la montagne française. Le logement, le désenclavement, l'investissement touristique, la compétitivité de nos stations, la simplification administrative, l'adaptation au changement climatique, voilà les véritables chantiers qui restent devant nous. La montagne française mérite mieux qu'une succession de petits ajustements, elle mérite une véritable ambition nationale, car une montagne qui investit est une montagne qui innove, une montagne qui innove est une montagne qui crée de l'emploi, et une montagne qui crée de l'emploi est une montagne qui reste vivante. Le Rassemblement national continuera à porter cette ambition avec même la volonté de remettre bientôt le sujet sur la table, car si ce texte a ses mérites, il ne permettra pas pour autant à la montagne de libérer son plein potentiel. Nous refusons que la montagne devienne de simples paysages que l'on contemple. Nous voulons qu'elle reste des territoires où l'on vit, où l'on travaille et où l'on construit l'avenir. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Ensemble pour la République, la parole à madame Rioton. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, mes chers collègues, en Haute-Savoie, comme dans l'ensemble de nos massifs, nous savons que vivre en montagne, c'est composer chaque jour avec des contraintes particulières. L'altitude, l'isolement, les déplacements, les aléas climatiques. Mais c'est aussi contribuer à des enjeux qui dépassent largement nos vallées. La ressource en eau, la biodiversité, l'agriculture, la forêt, l'énergie ou encore le tourisme. Aujourd'hui, la montagne est confrontée à des défis sans précédent. Le réchauffement climatique est plus rapide qu'ailleurs. Les glaciers reculent, l'enneigement diminue, les risques naturels évoluent et les équilibres économiques sont profondément bouleversés. Face à cette réalité, nous ne pouvons plus appliquer les mêmes règles partout. L'égalité ne consiste pas à traiter tous les territoires de manière identique. Elle consiste à reconnaître leurs spécificités pour leur apporter des réponses adaptées. C'est précisément l'ambition de cette proposition de loi, chers collègues. Fruit d'un travail transpartisan initié avec l'ANEM, les élus de tous les massifs et tous les acteurs de terrain, ce texte apporte des réponses concrètes aux réalités de 5600 communes et plus de 7 millions d'habitants permanents avec des millions d'acteurs économiques saisonniers qui font vivre nos massifs. Ce texte améliore l'accès aux services essentiels en renforçant la prise en compte des spécificités de la montagne dans l'organisation des soins et en adaptant la carte scolaire aux réalités des territoires. Il soutient également les filières qui font la richesse de nos massifs. L'agriculture de montagne, le pastoralisme, la filière bois, tout en considérant le maillage des services vétérinaires. Il facilite aussi le développement de nos villages grâce à des adaptations des règles d'urbanisme conciliant développement local et préservation des espaces agricoles, naturels, forestiers. Nos communes de montagne ont besoin d'un cadre qui reconnaît leur géographie contrainte, leur pente, leur foncier rare, plutôt qu'un cadre pensé pour la plaine et appliqué mécaniquement à nos sommets.
Il soutient le développement d'un tourisme 4 saisons en facilitant la continuité des itinéraires de sport de nature. Cette évolution améliore l'accès à nos espaces naturels. Il valorise les richesses de nos massifs et il contribue à diversifier durablement leur économie. Enfin, ce texte prépare l'avenir. Il renforce la gestion de la ressource en eau, instaure une solidarité entre l'amont et l'aval. Il améliore la gouvernance locale et il accompagne le déploiement des infrastructures nécessaires à la transition écologique. En Haute-Savoie, nous mesurons chaque été davantage la tension sur la ressource en eau entre besoins agricoles, besoins touristiques et besoins domestiques. Cette solidarité territoriale devient une nécessité. Au fond, ce texte, il porte une exigence simple, que les politiques publiques prennent pleinement en compte les réalités de la montagne. Pour toutes ces raisons, le groupe Ensemble pour la République votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe La France Insoumise, la parole à Monsieur Coulombe. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il y a des textes dont le contenu offense le titre, et celui-ci en fait partie. Pour une montagne vivante et souveraine. Permettez-moi de vous dire, avec toute la gravité que le sujet impose, que ce texte organise l'exact contraire. C'est un texte pour une montagne dont on épuise les ressources que vous prédatez en toute conscience. Nous parlons de territoires où les glaciers ont perdu 70% de leur volume depuis 1850, dont 10 à 20% rien que depuis 1980. Nous parlons des Pyrénées, où il ne reste plus que 10% des glaciers historiques et qui disparaîtront de notre vivant à toutes et tous, ou presque. Nous parlons de sommets où le thermomètre a déjà grimpé 2 fois plus vite qu'ailleurs en France. Ce ne sont pas des projections lointaines. C'est ce que nos concitoyens vivent chaque été dans leur chair quand la canicule s'installe et ne redescend même plus la nuit en altitude, et chaque hiver quand la période d'enneigement fond année après année comme neige au soleil. Et ce n'est pas tout. Cette fonte des glaciers, ce ne sont pas seulement des paysages qui changent, ce sont nos réserves d'eau douce qui s'assèchent. Les glaciers sont les régulateurs naturels de nos bassins versants et selon le GIEC, leur recul entraîne une diminution durable des apports en eau douce en période estivale, au moment même où l'on en a le plus besoin. Face à cette réalité, que fait ce texte? Il assume noir sur blanc une vision purement productiviste de la montagne. Un soutien à l'agriculture sans la moindre bifurcation agroécologique. Une promotion de la filière bois pensée en logique d'exploitation, au moment même où nos forêts absorbent 24 millions de tonnes de CO2 en moins qu'auparavant. Une gestion de l'eau pensée non pas comme un bien commun à préserver, mais comme une ressource à répartir entre intérêts concurrents. La montagne, dans ce texte, n'est jamais traitée comme l'écosystème vulnérable qu'elle est, mais comme un gisement que vous souhaitez rentabiliser. Face à ce constat, quelle réponse nous proposez-vous? Ni plus ni moins que ce qui nous mène à la catastrophe climatique actuelle et à venir. Derrière vos grands mots qui sonnent bien, résilience, souveraineté, que trouve-t-on? Du vent. Vous voulez répondre à la raréfaction de l'eau? Vous nous proposez de la stocker dans des retenues en mettant sur le même plan dans la loi l'eau potable et l'enneigement artificiel pour les pistes de ski. Quelle indécence alors que des scientifiques du CNRS et de l'INRAE nous expliquent que ces bassines sont un non-sens écologique et ne profiteront qu'à une infime partie de l'agriculture. Vous préférez retarder l'échéance plutôt que de vous attaquer à la vraie question, celle du modèle agricole intensif et de la restauration de nos sols. Vous voulez répondre à l'enclavement? Vous multipliez les bornes de recharge pour voitures individuelles électriques, alors qu'il n'y a pas un mot sur les trains, les cars, les transports en commun de montagne. Comme si la seule mobilité imaginable en 2026 face au dérèglement climatique restait la voiture individuelle, fût-elle électrique. Votre niveau de déconnexion et d'incompétence est stupéfiant. Vous voulez protéger les paysages de montagne? Vous affaiblissez le principe de continuité de l'urbanisation, cette règle qui empêche le grignotage des terres agricoles. Le résultat pour demain sera donc toujours davantage de béton et d'étalement sur des terres qu'il faudrait au contraire sanctuariser. À chaque étape de ce texte, la même mécanique s'impose. On consulte les chambres d'agriculture, dont la Cour des comptes pointait les dérives et l'hostilité systématique à toute évolution des pratiques, et on oublie les associations environnementales, les habitants, les usagers de la montagne, le pastoralisme. Ce texte, c'est du rafistolage d'un modèle à bout de souffle
au lieu d'ouvrir enfin le débat sur la bifurcation qu'exigent nos montagnes, sobriété des usages de l'eau, reconversion des stations de basse et moyenne altitude qui n'auront bientôt plus de neige, soutien massif à une agriculture paysanne, développement réel des transports collectifs. Et pendant ce temps, cette même majorité qui nous explique qu'il n'y a plus d'argent pour l'hôpital, pour l'école, pour la transition écologique. Toujours les moyens de complaire aux mêmes lobbies, aux mêmes filières et au même productivisme dépassé. Mes chers collègues, la montagne brûle au sens propre, avec des incendies qui remontent chaque année plus haut en altitude, comme jusqu'à la semaine dernière en Savoie, l'incendie de Pralognan, qui a vu périr à 21 ans le sapeur-pompier Baptiste Gerfaud-Valentin, à qui je rends hommage à cet instant. Et vous y répondez par un texte de notre temps, de façon cyniquement déconnectée des enjeux climatiques actuels. C'est irresponsable, c'est un déni de la réalité scientifique. Et c'est, une fois de plus, la démonstration qu'entre vos mots et vos actes, il y a un gouffre que votre texte ne parvient pas à combler. Pour toutes ces raisons, bien évidemment, nous voterons résolument contre ce texte et nous aurions aimé un texte réellement engagé pour la montagne, ce que vous avez été incapable de faire, tandis que les sujets qui auraient pu être développés dans ce texte sont nombreux, multiples, mais vous les avez complètement oubliés pour n'être que dans le productivisme. Merci, monsieur le député. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole à monsieur Feignet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais d'abord évoquer ce que représente la montagne pour celles et ceux qui y vivent. Je suis député des Hautes-Pyrénées et comme de nombreux collègues ici, issus de nos massifs, j'en connais les richesses mais aussi les contraintes. Les montagnes, ce sont bien sûr des paysages et des patrimoines naturels remarquables, des traditions, des savoir-faire qui se transmettent. Mais derrière la carte postale, il s'agit aussi et surtout d'une école d'humilité, de solidarité, d'effort et de courage. La montagne, ça se vit tous les jours avec la crainte d'une école qui pourrait fermer, avec un médecin que l'on cherche à faire venir, avec des agriculteurs qui travaillent sur des pentes difficiles, avec des bergers qui entretiennent les estives, avec des commerçants qui maintiennent des services essentiels dans les villages. La montagne, c'est aussi une famille qui a choisi de vivre là, toute l'année, malgré les distances, malgré les difficultés, parfois avec le sentiment d'être oublié. Alors, à travers les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, le Jura, les Vosges, la Corse, ou encore les massifs ultramarins, au-delà des diversités géographiques et culturelles, c'est une même exigence qui s'exprime. Celle d'une république moins centralisatrice, moins verticale, capable de reconnaître les singularités de chaque massif, de chaque vallée. Et c'est l'esprit de la loi Montagne, depuis 1985. Elle repose sur une idée simple. La différenciation territoriale n'est pas un privilège. C'est une condition de l'égalité réelle. Et à cet égard, cette proposition de loi, voulue par les acteurs de la montagne, comporte des avancées attendues et utiles. Je pense à la prise en compte des spécificités de la montagne dans les politiques éducatives, à l'amélioration de l'accès aux soins, notamment en matière de médecine d'urgence, au renforcement de la représentation des territoires de montagne dans certaines instances, à la prévention des conflits d'usage, à l'amélioration du maillage territorial des services vétérinaires, au soutien à l'agriculture, au pastoralisme et à la filière des produits forestiers ou encore à la valorisation de nos productions locales. Ces avancées vont dans le bon sens, parce que nos montagnes doivent rester habitées et doivent rester vivantes. Elles ne sont pas uniquement un lieu de passage, un espace de loisirs ou un réservoir de ressources au service d'autres territoires. Elles sont avant tout un lieu pour vivre, pour se loger, pour travailler, entreprendre et construire un projet de vie. Mais parce que j'ai participé à la commission mixte paritaire de jeudi dernier, je veux aussi dire avec franchise les réserves qui demeurent. À l'Assemblée nationale, nous avions cherché à construire des équilibres. Sur l'eau d'abord, nous avions accepté de reconnaître la nécessité d'anticiper les tensions sur la ressource. Mais nous avions aussi introduit des garde-fous, et notamment l'avis des clés. La rédaction issue de la commission mixte paritaire a malheureusement conservé l'écriture du Sénat, et ce n'est pas le signal qu'il nous faut envoyer en 2026.
Le changement climatique est une réalité et nos montagnes en sont les premières victimes. Nous voyons le recul des glaciers, ça a été dit par mes collègues, la raréfaction de l'enneigement naturel, les tensions croissantes sur la ressource et les conflits d'usage qui émergent. Dans ce contexte, il aurait été souhaitable que le texte affirme plus clairement une hiérarchie des priorités et rappelle que la préservation de la ressource doit demeurer le principe directeur. J'exprime également des regrets concernant des dispositions relatives à l'urbanisme. Nous avons toujours défendu une ligne qui puisse permettre aux habitants de se loger, de vivre, de s'y épanouir, d'accompagner le développement économique et maintenir une activité dans nos vallées, sans renoncer à l'esprit de la montagne qui protège nos espaces naturels, agricoles et pastoraux contre le mitage. Or, plusieurs évolutions retenues en CMP peuvent affaiblir cet équilibre. Je pense à la nouvelle définition de la continuité de l'urbanisation. Certes, le juge conserve son pouvoir d'appréciation et les critères demeurent cumulatifs, mais certaines coupures physiques pourront être regardées comme compatibles avec cette continuité. Enfin, je regrette le maintien de dispositions dérogatoires ouvrant la voie à de nouvelles constructions liées aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives de matériel agricole sur des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. Pris isolément, chacun de ces assouplissements peut sembler limité mais additionné les uns aux autres. Il dessine une orientation qui pourrait nous éloigner de l'équilibre de la loi montagne. Or, la différenciation territoriale ne doit jamais devenir le prétexte à un affaiblissement progressif des protections qui font justement la richesse, l'attractivité et la singularité de nos massifs. En conclusion, compte tenu des avancées très attendues de cette proposition de loi par tous les acteurs de la montagne, le groupe socialiste votera ce texte avec les réserves que je viens d'évoquer. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Droite républicaine, la parole à monsieur Decker. Bien, monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de notre commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, comme l'a fort justement fait remarquer notre collègue rapporteur Jean-Pierre Vigier, dont je salue à mon tour la détermination et la pugnacité, nous arrivons au terme d'un long cheminement. J'oserais dire que nous apercevons enfin le sommet et nous pouvons nous réjouir de la perspective de pouvoir disposer d'un nouveau texte important pour la montagne, un texte enrichi en commission, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, et dont la version issue de la CMP a fait l'objet d'un large consensus et, à n'en pas douter, donnera satisfaction aux élus de montagne et aux montagnards. La montagne française représente un quart du territoire, 7 millions d'habitants, répartis dans 6 massifs, 47 départements et un peu plus de 6000 communes. Elle est aussi et surtout un territoire d'exception qui fait partie du patrimoine de tous les Français, de ceux qui y résident comme de ceux qui aiment la retrouver, en hiver lorsqu'elle est enneigée ou en été pour l'arpenter et profiter d'une climatisation naturelle. La spécificité de ce territoire a été reconnue à 2 reprises par 2 lois montagne, en janvier 1985 et en décembre 2016, 2 lois importantes qui ont consacré le droit à la différenciation pour les territoires de montagne et leurs collectivités et la nécessaire adaptation des politiques publiques à la spécificité de chacun des massifs. Je tiens une nouvelle fois à remercier Jean-Pierre Vigier, qui assure la présidence de l'Association nationale des élus de la montagne, à laquelle nous devons cette initiative parlementaire. L'ANEM, une association pluraliste, transpartisane, qui fédère au-delà des clivages politiques les élus qui militent pour la reconnaissance des spécificités de la montagne et qui, comme beaucoup ici, sont convaincus que les territoires de montagne, monsieur le ministre, vous en êtes, ne sont pas une charge, mais une chance pour notre pays. Elle a pour objectif, en vertu de ce droit à la différence, d'adapter les politiques publiques à la spécificité de ces territoires de montagne. C'est vrai de l'accès à l'école publique, de l'accès aux soins, c'est tout aussi vrai de l'accès à la ressource en eau et de sa gestion dans le respect des usages multiples qui sont rappelés dans le texte. Autre sujet d'importance abordé par ce texte, l'urbanisme et plus précisément la sécurisation du droit de construire ou de rénover dans la continuité des zones bâties.
Il ne s'agit pas, comme j'ai pu l'entendre, de s'affranchir des règles d'urbanisme, mais de préciser la notion d'urbanisation en continuité sur laquelle reposent les autorisations de construire ou de rénover. Si l'objectif affiché par la première loi montagne vise à prévenir le mitage, à limiter la consommation excessive de foncier ou encore à éviter les surcoûts en matière d'équipement et de réseau, en pratique, le principe d'urbanisation en continuité fait l'objet de divergences d'appréciation selon les territoires et selon les services instructeurs. Ce texte permettra de mettre un terme à cette situation qui pénalise les communes rurales de nos massifs. Je voudrais à cet instant, en qualité d'élu du Cantal, redire ici que la montagne n'a pas vocation à être un conservatoire. Cette montagne, elle aspire à se développer, à accueillir de nouvelles populations. En un mot, elle aspire à vivre et ce texte, cher Jean-Pierre, va permettre de lever un certain nombre de freins à son développement. C'est la raison pour laquelle le groupe de la droite républicaine le soutiendra bien évidemment pour le plus grand bénéfice de la montagne, de celles et ceux qui y résident, de celles et ceux qui y entreprennent et de celles et ceux nombreux qui les rejoindront. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le député. Pour le groupe écologiste et social, la parole à madame Pochon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. On a tous un rapport différent à la montagne. Pour moi, ce rapport-là fut fondé par l'apprentissage du ski dans la petite station de Fondurle, par les randonnées d'été organisées par l'association de mon village Sport et Loisirs auprès de Cinq-Sous, par les week-ends dans ma famille sur le plateau, avec les milliers de questions qu'on peut se poser quand on est une jeune fille de la vallée grandissant au pied du majestueux Vercors. Et puis les choses, elles ont changé, comme les questions que je me posais qui se bousculent sur notre avenir. Que va-t-on faire face au manque de neige pour adapter tout le modèle économique et touristique du tout-ski qui a porté nos stations depuis les années 60 ? Que va-t-on faire face à ces sources taries, aux forêts qui brunissent et aux feux de forêt ? Que va-t-on faire face aux grands bouleversements du tout numérique, de l'isolement, des difficultés à se déplacer avec un carburant toujours plus cher ? Que va-t-on faire face aux filières d'agriculture de montagne qui peinent à valoriser leur savoir-faire, aux écoles qui ferment leurs classes, face aux 2 degrés que nos montagnes ont gagnés au cours du dernier siècle ? Enfin, dans cette Assemblée, nous allions pouvoir débattre de ces milliers de questions qui taraudent tous les habitants des montagnes. Enfin, nous allions pouvoir y apporter des réponses ambitieuses. Ce texte propose quelques réponses sur l'accès aux soins, la valorisation des filières agricoles de montagne, des bois de nos massifs, sur la prise en compte des spécificités de la montagne dans les intercommunalités, l'accès aux itinéraires de randonnée et sports de nature, l'électrification de la mobilité en montagne et, comme élu du Vercors et des Baronnies, je ne peux que le partager. Mais si là-dedans, il y a d'autres réponses que je n'ai pas comprises, comme quand vous vous êtes dit défenseur de l'école républicaine, tout en décidant sciemment de mettre sur le même plan l'enseignement public et l'enseignement privé pour décider du maintien ou non d'une classe dans nos villages de montagne. Oui, nous devons toujours nous battre pour la République. Oui, elle doit être défendue avec la même exigence dans chacun de nos villages, même lorsqu'il y a un peu plus de virages sur la route pour y accéder. Oui, la fracture sociale vient s'aggraver avec celle des kilomètres, de l'isolement, qui fait que la République est parfois plus loin pour certains de ses enfants que pour d'autres, selon leur code postal. Mais tant d'ambition nécessite des moyens, et je ne peux que regretter que ce texte en propose si peu pour toutes ces si belles intentions. Car une ambition sans moyens, c'est ça, une belle intention. Et je parlais d'ambition. Vous en avez sur tant de sujets, pourquoi n'en avez-vous aucune sur l'écologie ? Pourquoi pousser pour accompagner l'augmentation de la consommation de l'eau et soutenir un modèle touristique dépendant de l'enneigement artificiel, plutôt que d'organiser la sobriété et la hiérarchisation des usages, plutôt que de développer la montagne 4 saisons ? Pourquoi accentuer encore plus la pression et les conflits d'usage et choisir de gérer la pénurie plutôt que de s'attaquer aux causes qui l'aggravent ? Pourquoi détricoter les règles d'urbanisme de la loi montagne de 1985, à laquelle tous nos élus de montagne sont attachés parce qu'ils savent que c'est l'outil clé qui nous a permis de préserver nos majestueux massifs, plutôt que de mettre des moyens humains et d'ingénierie sur le terrain pour justement mieux l'appliquer ? Pourquoi, face au mitage, à l'artificialisation des sols et à la fragmentation des milieux, créer de nouvelles dérogations à la loi littorale ou faciliter encore la construction de résidences secondaires et d'hébergements touristiques quand certaines stations comptent déjà 80 à 90% de résidences secondaires ? Pourquoi, quand vous prétendez défendre les filières de montagne, refusez de définir les abattoirs de proximité pour les distinguer et les accompagner justement face à la prédation de la concentration des abattoirs industriels ?
Pourquoi avoir transformé le fonds de solidarité amont-aval pour la GEMAPI en un simple plan d'action d'intérêt commun reposant sur le volontariat? Une volonté de fragiliser le droit de l'environnement et de ne pas engager les changements structurels pour s'adapter au changement climatique. C'est comme ça que définit cette loi Valérie Masson-Delmotte, qui siège également au Haut Conseil pour le climat. On n'a pas le droit aujourd'hui de ne pas être radicalement ambitieux pour nos montagnes. Nous avons essayé de proposer des mesures cohérentes pour donner à ce texte une ambition qu'il n'avait pas. Pour l'évolution du modèle touristique adapté aux 4 saisons, pour la bonne gestion et le partage de l'eau, pour la protection des écosystèmes les plus vulnérables comme les glaciers, pour la préservation de nos forêts, pour la réhabilitation du bâti existant et la mobilisation des logements vacants et le renforcement de la démocratie environnementale, pour défendre l'école de la République et non pas envoyer nos enfants de force dans le privé, faute d'offres publiques, pour rééquilibrer un texte dénué de sa prétendue intention première. Nous avons souhaité le débat, déposer des amendements, essayer de vous convaincre. Vous n'avez rien voulu écouter, nous le regrettons. Chers collègues, ce qui manque aujourd'hui le plus à nos montagnes, c'est le temps. Le temps qu'il nous reste pour agir, alors même que le changement climatique y progresse 2 fois plus vite que dans le reste du territoire. Pourtant, cette question vertigineuse, vous ne vous l'êtes même pas posée. Comprenez donc que nous ne puissions que nous opposer avec regret à cette mauvaise réponse. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Les Démocrates, la parole à Monsieur Hott. Et je vous informe que si chacun respecte son temps de parole, nous passerons au vote à 20h10. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la montagne est un espace singulier, un territoire où la nature et l'activité humaine ont appris au fil des siècles à cohabiter et à s'équilibrer. La France a cette chance rare d'être un pays de montagnes variées, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le Jura, la Corse ou encore les Vosges. Cette pluralité géographique a façonné nos paysages, nos arts de vivre et surtout une agriculture unique. Une agriculture qui compose avec les écosystèmes, qui sculpte et entretient les paysages, qui favorise la biodiversité et la captation de carbone. En montagne, on produit avec le relief, avec le climat, avec les saisons. Ces contraintes font aussi la force de cette agriculture. Des produits de qualité, à forte typicité, porteurs d'appellation et de savoir-faire, avec une véritable valeur ajoutée territoriale. Sans l'agriculture de montagne, il n'y aurait pas cette gastronomie française qui participe au rayonnement de notre pays et qui illustre cette capacité à tirer parti d'un territoire sans chercher à le soumettre. La montagne demeure aussi un espace de vérité. Là où la mondialisation tend à uniformiser, elle a su conserver son identité avec une authentique capacité à résister à la banalisation des modes de production et à celle des paysages. Mais la montagne est aujourd'hui en première ligne face au changement climatique. Évolution de l'enneigement, transformation des forêts, risques naturels accrus et pression croissante sur la ressource en eau. Dans nos massifs, ces bouleversements ne sont pas une abstraction. Ils fragilisent l'agriculture, les forêts, les activités touristiques et sportives. Nos territoires doivent donc s'adapter. La montagne est à la fois un territoire à protéger et un territoire à faire vivre. C'est précisément tout le sens de cette proposition de loi. Je veux saluer le travail collectif, conduit par les parlementaires de la montagne, toutes sensibilités confondues, ainsi que celui de l'Association nationale des élus de la montagne et son président, également auteur de ce texte, Jean-Pierre Vigier. 40 ans après la loi Montagne de 1985 et 10 ans après sa modernisation, ce texte s'inscrit dans la continuité d'un principe fondateur. La montagne a droit à sa différence. L'égalité républicaine ne signifie pas appliquer partout les mêmes règles sans tenir compte de réalités locales. Elle suppose au contraire d'adapter les politiques publiques aux contraintes et aux besoins du territoire. Oui, maintenir une école, garantir l'accès aux soins, accompagner les mobilités pour permettre à nos vallées de rester accessibles, soutenir l'agriculture ou préserver une filière bois mise à mal par le changement climatique représente parfois un effort particulier. Mais cet effort est le prix du maintien d'une population vivante dans ces territoires. Car une montagne délaissée et désertée par ses habitants est une montagne qui se ferme, qui perd ses savoir-faire et qui devient inhospitalière. Le maintien des services publics est donc essentiel.
Dans nos villages d'altitude, la question de l'école et de l'accès aux soins conditionne directement l'habitabilité par une vie locale. Le soutien à l'agriculture de montagne l'est tout autant. Elle ne peut pas être pensée avec les mêmes critères que l'agriculture de plaine. Elle repose sur l'élevage extensif, le pastoralisme et une gestion particulière, mais vertueuse, des espaces et des ressources. La prise en compte des usages pastoraux dans la gestion de l'eau, comme le développement de retenues collinaires, répond à une nécessité concrète face aux épisodes de sécheresse qui menacent tant ces territoires. Adapter les règles signifie tenir compte des difficultés liées au relief afin de permettre le maintien des populations, des activités et des services. Penser et réussir l'avenir de la montagne suppose de le construire avec celles et ceux qui y vivent avant tout. La montagne est un espace de vie, de biodiversité, de culture et de production. Elle est aussi en première ligne face aux bouleversements climatiques et peut forcément nous apprendre à mieux concilier l'activité humaine, quelle qu'elle soit, avec la préservation de la nature. Alors, parce que la montagne a droit à sa différence, parce que préserver la montagne, c'est aussi permettre à celles et ceux qui y vivent de continuer à y travailler, à y entreprendre et à y transmettre leur savoir-faire, et parce que notre pays est fort de ces montagnes, que ces dernières enrichissent et renforcent notre destin commun, notamment notre aptitude aux résiliences face au monde incertain qui nous attend tous, le groupe Les Démocrates soutient avec conviction cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Horizon et Indépendants, la parole à monsieur Roseraine. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Jean-Pierre, mes chers collègues, 40 ans après la loi fondatrice de 1985, 10 ans après l'acte 2 de 2016, notre Assemblée s'apprête à donner à la France une nouvelle loi pour la montagne. Avant toute chose, je veux saluer le travail et l'implication de notre rapporteur, Jean-Pierre Vigier, président de l'ANEM, et je veux saluer ici ta ténacité et ton sens du dialogue. Je veux également remercier les équipes de l'ANEM et l'ensemble des élus de la montagne. Ce texte est le fruit de 18 mois de travail collectif, mené avec des élus de tous les massifs et de toutes les sensibilités. En tant que vice-président de l'ANEM, j'ai la fierté d'avoir contribué à cette aventure collective aux côtés de notre secrétaire général Frédéric Espagnac et de nos collègues sénateurs. Mesurons le chemin parcouru. Un texte déposé le 27 mars avec 122 co-signataires de tous bords, adopté ici, monsieur le rapporteur, le 13 mai, adopté au Sénat le 6 juillet à une très large majorité et un accord en commission mixte paritaire le 16 juillet. Moins de 4 mois entre le dépôt et l'adoption définitive de ce texte. Je le disais en première lecture, quand il s'agit de la montagne, les clivages s'effacent devant l'évidence des besoins. Les clivages s'effacent devant l'évidence des besoins. Ce parcours en est la démonstration éclatante. Le seul regret, mais sans vraiment grosse surprise, la motion de rejet déposée par le groupe La France Insoumise, à rebours de l'esprit de rassemblement qui a apporté ce texte. Car sur le fond, rien n'a changé depuis le mois de mai, sinon l'urgence. Nos montagnes se réchauffent 2 fois plus vite que le reste du territoire. Nos 7 millions d'habitants permanents vivent chaque jour les conséquences de l'altitude, de la pente, de l'enclavement. Et le droit à la différenciation qui était inscrit en 1985 puis en 2016 restait trop souvent lettre morte. Avec ce texte, nous constatons une avancée. Regardons, mes chers collègues, ces avancées concrètes que nous apprêtons à voter. Pour l'école, un directeur d'académie pouvait fermer une classe sans tenir compte du temps de trajet ou de l'isolement. Ce sera terminé. L'État devra informer les collectivités et les concerter avant toute décision de la carte scolaire en montagne. Pour la santé, le projet régional de santé devra désormais garantir un accès en délai raisonnable aux urgences, à la médecine générale et à la maternité, avec un transport sanitaire aérien pour les zones les plus enclavées. Pour la gouvernance locale, dans une intercommunalité mêlant à la fois vallée et sommet, une commission spéciale montagne sera obligatoirement consultée avant toute décision qui touche les territoires de montagne. Pour l'eau, l'article 4 intègre explicitement la notion de stockage de l'eau pour l'accès à l'eau potable, l'agriculture, le pastoralisme et les loisirs de neige. En écho au rapport que j'ai conduit avec Denis Feignet, mon collègue des Pyrénées, ce texte
reconnaîtra enfin la charge de nos communes supportent pour protéger les vallées en aval. Pour l'économie de nos massifs, nous simplifions les normes pour nos abattoirs de proximité. Nos filières bois seront soutenues en valorisant à la fois le bois certifié et les matériaux biosourcés de nos montagnes. Pour le tourisme et les sports de nature, les servitudes pour ouvrir un sentier ou sécuriser l'accès à nos refuges seront enfin clarifiées pour que nos stations vivent pleinement à l'année. Et enfin, pour notre patrimoine montagnard, un chalet d'alpage en ruine pourra enfin être reconstruit au service du pastoralisme et de la randonnée, sans jamais ouvrir la porte à la spéculation. Le Sénat a utilement enrichi le texte et la commission mixte paritaire a su en préserver l'ambition comme l'équilibre. Mes chers collègues, une loi ne vaut que par son application. Une loi ne vaut vraiment que par son application et nous attendons du gouvernement, Monsieur le ministre, des décrets rapides et des moyens à la hauteur, massif par massif. Ce vote n'est pas un aboutissement, c'est une avancée réelle et attendue. Il en faudra d'autres sur le logement, sur la transition de nos stations de montagne, sur les mobilités au quotidien en montagne, car les défis de la montagne ne s'arrêtent pas à ce texte. Mais le pas que nous franchissons aujourd'hui compte et il va dans le bon sens. Et c'est pour cette raison que le groupe Horizon et Indépendants votera ce texte avec fierté et conviction. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Avant de donner la parole aux 3 derniers orateurs inscrits, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public sur la proposition de loi telle qu'elle résulte du texte de la commission mixte paritaire. Je fais d'ores et déjà annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour le groupe, la parole à monsieur Castellani. Monsieur le ministre, madame la présidente de commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les territoires de montagne occupent partout une place singulière. Ils sont porteurs de richesses humaines, économiques, environnementales considérables, mais ils connaissent également des contraintes particulières, cela a été dit par plusieurs collègues, liées à leur relief, aux difficultés d'accès aux services publics et désormais aux conséquences du changement climatique. Ces réalités justifient que soient apportées des réponses adaptées. Notre groupe est particulièrement attaché au principe de différenciation territoriale. L'égalité entre les citoyens ne consiste pas à appliquer de manière systématique les mêmes réponses, mais à tenir compte des réalités de chaque territoire. Les situations, en effet, diffèrent d'un massif à l'autre. Dans les Vosges, le recul de l'enneigement remet en cause un modèle économique largement construit autour du tourisme hivernal. Dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le Jura ou encore en Corse sont mises en commun les questions d'accessibilité, de maintien des services publics, d'accès aux soins ou de développement économique. En Corse, près de 6 communes sur 10 se relèvent encore du seul règlement national d'urbanisme et chaque règle d'urbanisme constitue un rempart contre une spéculation débridée. Cette diversité appelle des politiques publiques adaptées. À cet égard, plusieurs dispositions du texte constituent des avancées utiles. L'article 1er, qui permettra aux élus locaux de disposer d'une meilleure visibilité sur l'évolution des effectifs scolaires et imposera une prise en compte plus attentive des contraintes propres. En montagne, en effet, la fermeture d'une classe dépasse souvent la seule question scolaire. Elle peut fragiliser l'équilibre de tout un bassin de vie. Nous saluons également les dispositions relatives à l'accès aux soins. Dans les territoires où les délais d'accès à un service d'urgence sont déjà particulièrement longs, faire l'adaptation de l'offre de soins une obligation constitue un progrès. Cette ambition devra naturellement s'accompagner concrètement des moyens nécessaires. Le texte améliore également la représentation des communes de montagne au sein des intercommunalités, ce qui permettra une meilleure prise en compte de leurs spécificités. Les travaux parlementaires ont par ailleurs permis d'enrichir utilement la proposition de loi. Je pense notamment à l'article 8, qui préserve la place des productions de montagne au-delà des seuls signes officiels de qualité. Ou encore à l'article 11, d'ailleurs, dont la rédaction privilégie désormais une logique de coopération volontaire entre les collectivités d'un même bassin versant plutôt qu'un mécanisme de prélèvement obligatoire. Cette évolution nous paraît plus respectueuse de la libre administration des collectivités et à l'esprit de solidarité. Notre groupe conserve néanmoins un point de vigilance concernant l'article 4, la reconnaissance du stockage de la ressource en eau comme objectif de la politique de montagne répond à un enjeu réel d'adaptation au changement climatique. Pour autant, cet objectif doit être concilié avec les besoins des territoires situés en aval,
avec la gestion durable d'une ressource appelée à devenir toujours plus précieuse. Cet équilibre devra rester au cœur de nos politiques publiques. Je veux m'arrêter aussi sur l'article 6 bis, en accordant aux communes de l'île encore dépourvues de documents d'urbanisme un délai supplémentaire avant que l'extension d'urbanisme ne soit interdite, délai ramené d'ailleurs par le Sénat de 2032 à 2030, cet article maintient ouverte pour plusieurs années encore la possibilité d'ouvrir à la construction de terrains les plus convoités sans planification d'ensemble. Là où la montagne et le littoral se superposent, c'est donc la porte laissée ouverte à la spéculation foncière. Et je tiens donc à marquer clairement mon désaccord sur ce point. Dans son ensemble, cette proposition de loi apporte des réponses attendues par les élus et les habitants des territoires de montagne. Elle traduit une conception de l'action publique plus attentive aux réalités de terrain. Le groupe Lyotte votera donc majoritairement, pas unanimement, mais majoritairement en faveur de ce texte, avec la conviction que son efficacité dépendra désormais des moyens consacrés et de notre capacité collective à faire vivre une montagne pleinement intégrée aux grands équilibres du territoire. Je veux enfin adresser une pensée à tous les personnels qui luttent en Corse contre des incendies massifs depuis des jours et dans des conditions épouvantables. Je leur exprime mon amitié et ma solidarité. Cet engagement des personnels au sol, quel qu'il soit, et il est remarquable, ne permet pas de compenser l'insuffisance des moyens matériels. Le sacrifice de ces hommes, comme l'ampleur croissante, prévisible des besoins, appelle une densification des moyens matériels de lutte, et notamment, bien sûr, des moyens aériens. J'exprime ici une nouvelle fois la demande que j'avais déjà formulée à plusieurs reprises. Merci, monsieur le député. Je vous informe, en application de l'article 50, alinéa 5 de notre règlement intérieur, j'ai une demande de la part de la Commission de prolonger la séance pour terminer nos discussions. Je fais un appel à l'Assemblée. Qui est pour le fait de prolonger ? Levez la main. Qui est contre ? On prolonge le temps de finir la discussion. Là, pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole à monsieur Brugerolles. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je voudrais à mon tour saluer tout d'abord le travail de notre rapporteur Jean-Pierre Vigier et de l'Association nationale des élus de la montagne sur ce texte dans un temps extrêmement contraint. Un texte qui repose sur un principe de différenciation territoriale dont nous partageons l'inspiration, puisqu'il s'agit avant tout ici de garantir l'égalité des droits et d'accès aux services publics essentiels et de favoriser un développement équilibré des territoires de montagne. Alors que les habitants de nos communes de montagne ont trop souvent le sentiment d'être laissés pour compte, l'enjeu des lois montagne est bien de leur offrir des garanties pour pouvoir vivre, travailler et rester au pays. C'est ce principe fondateur qu'avait posé la première loi montagne de 1985, qui fut prolongée dans la loi de 2016 malgré ses insuffisances. Depuis, force est de reconnaître que les défis auxquels les territoires de montagne doivent faire face se sont aggravés. Le changement climatique d'abord, qui frappe de plein fouet tous les massifs, avec des sécheresses récurrentes qui fragilisent l'agriculture, la gestion forestière et la gestion de l'eau, et entraînent aussi une accentuation des risques naturels. Les fractures et inégalités territoriales ensuite, qui se sont creusées en lien avec le recul constant de nos services publics ces dernières décennies et l'effacement des grandes politiques d'aménagement du territoire. Autant de constats qui nourrissent ce sentiment d'abandon et de déclassement que partagent beaucoup d'habitants de nos communes rurales de montagne, en dépit de l'immense richesse humaine, agricole, forestière, environnementale de ces territoires. Alors que nos politiques publiques peinent toujours à tenir compte de leurs spécificités, le texte de cette proposition de loi a le mérite d'avancer plusieurs mesures utiles. Je pense d'abord aux premiers articles du texte, et ce n'est pas anodin s'ils arrivent en premier, qui concernent l'organisation de la carte scolaire, que ce soit pour le premier ou le second degré, extension introduite en première lecture suite à un amendement que nous avions défendu. Les dispositions retenues dans le texte sont non seulement très attendues, mais constitueront des points d'appui extrêmement utiles pour essayer de sortir de la simple logique des postes à rendre au niveau académique. Reconnaître l'importance de nos écoles, collèges et lycées de montagne, c'est d'abord reconnaître la priorité qu'ils constituent pour l'attractivité de nos territoires et la réponse aux besoins des élèves et des familles. Même si le texte ne va pas assez loin, la reconnaissance des difficultés et inégalités d'accès aux soins doit aussi se traduire par un véritable engagement en faveur du maintien des services de santé, d'urgence et de nos centres hospitaliers, dont la remise en cause est constante.
Là aussi, nous souhaitons que les dispositions de ce texte servent utilement demain à défaire de simples logiques comptables pour revenir à une vraie prise en compte des besoins des territoires de montagne. D'autres mesures vont également dans le bon sens, comme le soutien aux outils de transformation agricole de proximité, essentiels à la valorisation des produits de la montagne, l'enjeu de la transformation de la mobilité avec des infrastructures de recharge électrique rapide par exemple, ou la volonté de mieux prendre en compte les charges spécifiques que supportent les communes de montagne. En matière d'urbanisme, l'ouverture sur l'appréciation de la continuité du bâti est aussi bienvenue et attendue, même si la CMP a franchi un pas supplémentaire critiquable en multipliant les exceptions au principe d'urbanisation en continuité qu'il faudra contrôler. Nous regrettons en revanche que le Sénat ait poussé sur le sujet de la gestion de l'eau à inscrire un principe de soutien au stockage de l'eau sans hiérarchie des usages, laissant à penser que les loisirs de neige ou l'irrigation des sols en montagne ont finalement la même priorité que l'accès à l'eau potable. Même si ces dispositions ne semblent pas porter d'application concrète au regard du droit existant, l'enjeu de la gestion de l'eau doit nécessairement se construire en montagne sur la base d'une stricte prise en compte de la diminution globale et de la dégradation de la ressource, ainsi que de la satisfaction des besoins prioritaires à l'échelle plus large des bassins versants. Enfin, restons lucides. Une fois de plus, les moyens budgétaires ne sont pas au rendez-vous pour accompagner les réponses indispensables en matière d'aménagement et de développement durable de nos territoires de montagne. Nous voterons bien évidemment ce texte en souhaitant que des prolongements soient trouvés, tant sur le terrain budgétaire que sur celui de l'accompagnement de nos collectivités, en particulier sur le volet du renforcement de tous nos services publics en zone de montagne. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole pour le groupe Union des droites pour la République à monsieur Bloch. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Pour une montagne vivante et souveraine. Avant d'entrer dans le fond du texte, il faut bien évoquer ce titre. Il en dit tellement. Pendant des années, il était impossible de prononcer le mot souveraineté sans se faire qualifier de fasciste, de populiste ou d'étranger à l'extrême droite. Constatant que les Français ne se laissaient pas intimider, le macronisme a trouvé la parade. Utiliser le concept pour tout dire et n'importe quoi. Entretenir la confusion avec l'indépendance, qui est sœur de la souveraineté, mais qui n'est pas la même chose. Bref, diluer le concept pour mieux le faire disparaître. Évidemment, cette perversion est allée jusqu'à évoquer une fantasmée souveraineté européenne, alors que la souveraineté nationale appartient au peuple, comme il l'est proclamé dès l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, tout doit être désormais souverain chez les macronistes. Aujourd'hui, c'est la montagne. Demain, pourquoi pas la ville, la ruralité ou la blanquette de veau. Évidemment, ce titre pompeux et grotesque ne pouvait venir que d'un macroniste. Eh bien non, raté, j'ai découvert avec stupeur qu'elle venait du groupe de la droite républicaine. Pas vous, pas ça. Alors c'est vrai que nous avons beaucoup de mal à suivre les députés LR depuis un certain temps, et en particulier lorsqu'ils viennent de Haute-Loire. Mais tout de même, reprendre à ce point les mêmes ficelles que le macronisme, reprendre leur tendance à faire de la souveraineté un produit publicitaire, avez-vous vraiment tout oublié ? Si vous avez oublié, je vous renvoie au magnifique et historique discours que Philippe Séguin a prononcé à cette tribune le 5 mai 1992. Ça serait une belle piqûre pour vous rappeler ce que signifie la souveraineté et combien il est irresponsable d'en galvauder le sens. Autre sujet. Est-ce parce que vous avez craint notre réaction que vous avez préféré envoyer en co-signature votre proposition de loi au groupe socialiste et même au groupe communiste, mais pas à l'UDR ni au Rassemblement national ? Voilà votre conception du caractère transpartisan de vos propositions de loi. Cela dit tellement de votre absence de boussole politique. Cela dit tellement de l'attelage que vous formez aujourd'hui avec le macronisme et le Parti socialiste en soutien du gouvernement de M. Lecornu. Cela dit tellement de votre ralliement à peine voilé à Édouard Philippe, qui préférait faire voter communiste et même LFI dans son département en juillet 2024. Cela explique au moins en partie pourquoi mon excellent collègue Antoine Valentin a repris cette circonscription de Haute-Savoie, historiquement LR. C'est justement mon collègue Antoine Valentin qui avait formulé en première lecture un jugement simple. Ce texte allait dans la bonne direction, mais il restait au milieu du gué.
Malheureusement, la commission mixte paritaire n'a pas dissipé ce sentiment. Néanmoins, nous devons reconnaître des avancées utiles sur l'école, sur la programmation pluriannuelle et la prise en compte des temps de transport. Reconnaissent qu'en montagne, fermer une classe ne consiste pas seulement à déplacer quelques lignes dans un tableau Excel. Sur la santé, sur l'accès à un médecin, aux urgences, à la réanimation ou à une maternité, qui est mieux affirmé. Sur l'urbanisme, la réalité du terrain seront moins sacrifiées aux interprétations tatillonnes de l'administration. Mais une intention n'est pas une politique. Et une obligation sans outil est trop souvent une promesse sans lendemain. Et dans ce texte, les outils manquent encore un peu. La CMP a supprimé la dérogation prévue pour les petits abattoirs de montagne. On conserve les grands principes, mais on retire le levier qui pouvait sauver les élevages. Même faiblesse sur la GEMAPI. Les territoires d'amont continueront de supporter les risques, les travaux et une fiscalité insuffisante, pendant que l'aval bénéficiera de leur protection. À la place d'une péréquation obligatoire, on nous propose des délibérations concordantes. Autrement dit, la solidarité, oui, mais seulement lorsque ceux qui doivent payer sont d'accord. Nous voterons néanmoins ce texte parce qu'il apporte des améliorations. Mais nous le voterons sans être dupes. La montagne mérite mieux qu'un titre grandiloquent et quelques bonnes intentions. Elle mérite des libertés concrètes, des services publics présents et une République qui tienne ses promesses. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je mets aux voix la proposition de loi telle qu'elle est issue de la commission mixte paritaire. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 472, exprimé 468, majorité 235 pour 376, contre 92, l'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur. Oui, très rapidement, Monsieur le Président. Avec ce texte partisan, transpartisan et très attendu, je voudrais bien évidemment avoir une pensée pour la montagne, parce qu'il y a un seul vainqueur, c'est la montagne et ses habitants. Et je voudrais bien évidemment remercier tous les élus qui ont soutenu ce texte, notamment les députés, les élus de montagne, le gouvernement, monsieur le ministre, et toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Et puis je voudrais avoir aussi une pensée, parce que s'il y a un acte 3, c'est qu'il y a eu 2 lois auparavant. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma DG, c'est-à-dire en 85 avec Louis Besson, mais surtout en 2016 avec notre président de groupe, Laurent Wauquiez, qui était président de l'ANEM, et qui, grâce à son action, à son vote, on a pu avoir l'acte 3. Donc merci à tous les élus, à tous les députés qui ont voté ce texte. La montagne vous dit merci. Merci, monsieur le rapporteur. Prochaine séance ce soir à 21h30. Lecture des conclusions de la CMP sur le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole. La séance est levée. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.